le mot fascisme, on l'entend partout. Et il est souvent utilisé un peu à tort et à travers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Aujourd'hui, on va déconstruire cette idéologie pour bien comprendre ses fondements et voir pourquoi elle résonne encore aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite par une question qui se pose de plus en plus dans l'actualité, une interrogation qui fait écho à une période assez sombre de notre histoire. Cette question, elle a un peu quitté les livres d'histoire pour s'inviter dans le débat public. On la lit, on l'entend un peu partout, souvent alimentée par des événements qui nous rappellent un passé pour le moins trouble. L'historien Yoann Chapoutot, par exemple, il fait ce parallèle qui est quand même assez saisissant. Ce qui suggère, c'est que certaines dynamiques internationales qu'on observe en ce moment, eh bien, ne sont pas totalement inédites. Ok, mais avant même de creuser ces parallèles, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. C'est quoi, au juste, le fascisme? Pour avoir la réponse, le plus simple, c'est d'aller voir directement à la source. Qu'est-ce que le fascisme dit de lui-même dans son texte fondateur, la doctrine du fascisme? Alors, au cœur du réacteur, si on peut dire, il y a ce rejet total de l'individualisme. Le message est on ne plus clair. L'individu seul n'est rien. C'est le collectif, incarné par l'État, qui est tout. C'est vraiment une inversion complète de la pensée libérale classique. Et la doctrine de Mussolini, elle va même plus loin. L'État devient une entité totale. Ce qui est à la fois fascinant et, disons-le, assez effrayant, c'est cette idée qu'aucune valeur, qu'elle soit humaine ou spirituelle, ne peut exister en dehors de lui. L'art, la famille, la religion, tout doit être au service de l'État, absorbé par l'État. Cette vision où l'État contrôle absolument tout, de la vie publique à la vie privée, eh bien c'est la définition même du totalitarisme. Et un point important à noter, le fascisme ne se voyait pas du tout comme une idéologie du passé, une réaction. Non, il se voyait comme une révolution qui allait créer un homme nouveau. D'accord, mais si le fascisme exige un tel sacrifice de l'individu, comment est-ce qu'il arrive à séduire les masses? C'est une bonne question. Eh bien, contrairement à d'autres idéologies qui se disent révolutionnaires, le fascisme, d'après l'historien Yoann Chapoutot, ne propose pas vraiment de tout renverser. Les élites, qu'elles soient économiques ou sociales, peuvent rester bien en place. Alors, qu'est-ce qu'on offre au peuple en échange? La réponse, elle est assez terrible. C'est une sorte de compensation psychologique, un bouc émissaire. L'idée est simple. Même si on fait partie d'un groupe dominé, on nous offre un autre groupe, encore plus bas dans l'échelle sociale, sur lequel on va pouvoir se défouler. C'est une manière très efficace de détourner la frustration vers le bas, plutôt que de la diriger vers le haut, vers les élites. Pour que tout ça soit un peu plus concret, pour voir comment l'idéologie se traduit dans la réalité, on va regarder un cas très précis, celui du statut des femmes sous l'Italie fasciste. Et là, quand on se penche sur la recherche, on découvre un fossé, mais un fossé immense entre la rhétorique des débuts, qui pouvait parfois sembler progressiste, et la réalité brutale des lois qui ont été mises en place. Regardez bien la chronologie, parce qu'elle est très parlante. On part en 1919, avec une promesse de droit de vote pour les femmes. Et puis, en quelques années à peine, tout s'effondre. On leur accorde un droit de vote très limité en 1925, pour l'annuler l'année d'après, et dans la foulée, on leur interdit même d'enseigner certaines matières. C'est une érosion méthodique des droits. Et cette érosion, bien sûr, elle ne s'arrête pas là. On voit une série de lois qui viennent systématiquement démanteler l'autonomie des femmes. Que ce soit dans leur carrière, avec des quotas très stricts, ou alors dans leur vie personnelle, où elles se retrouvent légalement soumises à l'autorité de leur mari. Au final, tout ça converge vers un seul et unique rôle, un rôle qui est glorifié par la propagande d'État. Molière et Madre, l'épouse de l'homme nouveau et la mère de la future jeunesse fasciste. C'est tout. Cette citation de Mussolini de 1931, elle est sans appel. Elle résume tout et elle balaye toute prétention d'égalité. C'est un exemple très concret de la façon dont l'idéologie fasciste s'applique dans la vie de tous les jours. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, qu'on a une idée un peu plus claire de ce qu'est l'idéologie fasciste et de comment elle peut s'appliquer, revenons à notre question du début. Yoann Chapoutot, il met le doigt sur un autre écho des années 30 qui est assez troublant. C'est ce calcul politique que font parfois les partis conservateurs traditionnels. Pour se maintenir au pouvoir, ils s'allient avec des mouvements d'extrême droite en pensant qu'ils vont pouvoir les contrôler. Mais c'est là qu'est tout le danger. Il prévient que ces alliances, ce ne sont pas de simples additions de voix. Elles créent une dynamique politique, une sorte d'engrenage. Et la radicalité de l'extrême droite finit souvent par dévorer ceux qui pensaient l'utiliser à leur profit. Alors, bien sûr, l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Mais la question de savoir si parfois elle rime, comme on dit, voilà qui est essentiel. Comprendre le passé, ce n'est pas avoir une feuille de route pour l'avenir, mais c'est se donner les clés pour mieux interpréter le présent.